C'est près de Valenciennes qu'autrefois vivait Burchard le loup, seigneur vil et cruel. Il maniait le fouet sur ses chevaux et sur ses cerfs qu'il forçait au labour en les attelant, pieds nus, à ses charrues. Un jour qu'il chassait le sanglier, Burchard traversa une clairière et s'arrêta tout net devant la chaumière de Reinelde, une belle paysanne, affairée à filer du chanvre au soleil couchant. Troublé par la beauté de la jeune fille, Burchard se sentit pris de passion pour elle. La toisant du haut de sa monture, il ordonna qu'elle quitte sa demeure pour le rejoindre au château. À son grand étonnement, Reinelde refusa tout net. « Je dois prendre soin de ma grand-mère malade, et mon cœur n'est plus à prendre. Je prépare mes épousailles avec Gilbert le bûcheron, pour autant que Dieu et vous-même, monseigneur, m'y autorisiez. » Jamais on n'avait résisté à Burchard. Furieux, il mit une condition à ce mariage. « Tu vas cueillir toutes les orties bordant le cimetière. Fais-en un fil qui te servira à tisser 2 chemises. La première sera ta tenue de noces, et la seconde me servira de linceul à mon enterrement. » Reinelde resta bouleversée. Elle ne savait pas comment filer des orties, et son seigneur était jeune et fort, et bien loin de l'heure de sa mort. Elle s'exécuta, cependant. De ses doigts souples, avec beaucoup de patience, elle arriva à filer toute sa cueillette des belles piquantes. Elle en tira un fil souple et doux, qui fut bientôt tissé. Elle confectionna, comme on le lui avait ordonné, une belle chemise pour ses noces. À peine avait-elle commencé son ouvrage pour la 2e chemise que Burchard, dans son château, fut pris d'un mal étrange, comme si le vent d'hiver lui avait brisé les côtes. Plus l'ouvrage de Reinelde avançait, plus le seigneur dépérissait. Il fallait qu'elle disparaisse avant que la chemise ne soit terminée. Il ordonna qu'on la tue. On la jeta dans la rivière, on la lança dans un précipice. On voulut détruire les 2 chemises. Mais un sortilège protégeait la douce et pure jeune fille qui revenait toujours à son ouvrage. Quand l'aiguille piqua le dernier point et que la 2e chemise fut complètement terminée, dans son château, le seigneur rendit son dernier soupir. Le lendemain, la noce de Reinelde croisa, près du cimetière, l'enterrement de Burchard le loup, mort d'un mauvais amour. Ce conte d'Henri Gougaud, nommé La fileuse d'ortie, nous rappelle l'ambivalence inhérente à cette plante mystérieuse. L'ortie est complexe, fuante, silencieuse et parfois cruelle. Elle fait mal autant qu'elle intrigue. Le travail de la fileuse mêle les 2 symboles qui lui sont rattachés.
la chemise de noces, d'union, de mariage, à l'ortie est accordé un pouvoir aphrodisiaque. Si l'on en croit les mots d'Arnaud Rioux dans l'oracle du peuple végétal, les sorcières en faisaient même parfois l'ingrédient secret de filtres d'amour. Mais la fileuse s'attelle aussi à coudre une chemise de mort. Le filage est une activité dangereuse. C'est d'ailleurs la quenouille qui piquera presque mortellement Aurore de Charles Perrault, mais c'est aussi celle qui protégera la Pénélope d'Homère. Ainsi, la piqûre traverse l'imaginaire de l'ortie, qui glisse sur le fil de Reinelde. En filant l'ortie, la jeune femme se protège, se guérit, se soigne, suture sa béance à venir. Cette plante aux fibres magiques, porteuse de traditions millénaires et d'une actualité criante, nous invite à pénétrer au cœur de sa complexité. Mais si on se laisse aveugler par une ignorance sur le monde vivant, il se peut qu'on ne voit en l'ortie qu'une mauvaise herbe, envahissante, commune et urticante. Bonjour, je m'appelle Éline Nusson, je suis naturopathe en Savoie et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une plante qui s'appelle la grande ortie ou l'ortie piquante, Urtica dioica. Urtica vient du latin qui veut dire, un verbe latin, urere, qui veut dire brûler, et dioica vient du grec qui veut dire deux maisons. Cette plante, l'ortie piquante, n'est pas tellement aimée parce qu'en fait elle nous gêne dans les jardins parce que c'est une plante extrêmement envahissante, donc on aurait plutôt tendance à éliminer, à arracher même, et puis parce qu'elle nous pique quand on se balade en nature, elle nous brûle, un peu comme le fait une fourmi rouge en fait. Elle contient sur le dessus de ses feuilles et le long de la tige effectivement des petits pics qui ont des réservoirs qui contiennent de l'acide formique. En fait, l'ortie, on l'aime pas parce qu'on a tous eu l'expérience, enfant, un jour de se faire piquer les bras ou les pieds ou les mains, de pleurer un bon coup parce que c'est pas agréable. Moi, quand j'étais petite, je me souviens que mes cousins, on s'amusait à se mettre en short l'été et à aller courir dans les champs d'ortie. Et en fait, on était un peu bêtes, mais à l'époque, c'était à celui qui tenait le plus longtemps sans avoir mal. Et je me souviens que ça finissait toujours en catastrophe parce qu'on rentrait les jambes pleines de boutons et on était tous en train de pleurer parce qu'on était un peu bêtes d'avoir fait ça et parce qu'on avait vraiment mal pour le coup. Moi, quand j'étais petite, j'étais persuadée que j'avais un super pouvoir et que je savais guérir toutes les blessures d'ortie. Parce que j'habitais dans une maison où il y avait derrière un mur un peu écroulé un champ d'ortie. Et notre but, c'était de le traverser le plus loin possible jusqu'à ce qu'on pleure avec mon frère et ma petite sœur. Et quand on avait fini, on allait ramasser des feuilles, vous savez, qui sont toutes douces et qui ont une sorte de pelage. Et après, on se les appliquait sur le corps. Et moi, je disais à mes frères et sœurs que j'allais leur faire des cataplasmes. Et je les guérissais. Pas du tout. C'était la pommade de ma mère derrière, mais j'étais persuadée que c'était moi. Et donc, j'ai un super pouvoir avec les orties depuis ce jour. Quand j'étais petite, j'ai le souvenir de la légende qui dit que quand tu touches une ortie, sans respirer, elle pique pas et personne ne me croyait, du coup moi je le faisais et les gens ils y croyaient pas. Et moi je me faisais pas piquer. Quand j'étais petite avec ma soeur en rando, on faisait exprès de se pousser dans les orties pour avoir mal. Nettles by Vernon Scannell. My son, age 3, fell in the nettle bed. Bed seemed a curious name for those green spears. That regiment of spite behind the shed, 'twas no place for rest. With sobs and tears, the boy came seeking comfort, and I saw white blisters beaded on his tender skin. We soothed him till his pain was not so raw. At last he offered us a watery grin, and then I took my billhook, honed the blade, and went outside and slashed in fury with it, till not a nettle in that fierce parade stood upright anymore. And then I lit a funeral pyre to burn the fallen dead, but in 2 weeks the busy sun and rain had called up tall recruits behind the shed. My son would often feel sharp wounds again. Les mots de Vernon Scannell résonnent particulièrement avec la figure de l'ortie. On lit dans sa poésie une véritable armée, un amas de soldats qui attaquent son petit garçon.
L'ortie est alors personnifiée, imagée, fantasmée par un certain nombre d'images frappantes et inhabituelles qui soulignent le danger de cette plante. Le végétal est comparé à des lances vertes, une force hostile qui doit être combattue. Elle est le symbole de la douleur et de la piqûre. Elle est considérée comme l'ennemi. Mais si Vernon Scannell utilise l'ortie comme une métaphore des dangers de la vie à laquelle il expose son fils, cette plante aux bienfaits trop méconnus est-elle vraiment notre adversaire ? Cette voisine ne nous apporte-t-elle pas autant, voire bien plus, que de simples boutons blancs ? Alors, les vertus de la grande ortie sont des vertus qui sont liées aux différentes parties de la plante, de la racine de la plante et même des graines. Alors, on dit les graines, en fait, c'est les fruits de l'ortie. On va avoir aussi des propriétés différentes. Cette plante est une plante très minéralisante parce qu'elle contient énormément d'oligo-éléments, de nutriments. Par sa vitamine C, elle va travailler sur le système immunitaire, elle va éviter le vieillissement cellulaire. C'est une plante aussi qui est drainante, donc qui va faciliter l'élimination de l'eau par les reins. C'est une plante qu'on peut utiliser en cataplasme quand il y a des articulations qui sont douloureuses. Cette plante qui paraît au premier abord désagréable est une formidable plante qui ne demande qu'à être connue. L'ortie, plante à la fois délicate, simple et sophistiquée, est compliquée à expliquer et à comprendre. Il est difficile de la voir réellement, de l'appréhender à sa juste valeur, et surtout de démêler tous les symbolismes, légendes et images chimériques qui lui sont associés. Comment transmettre l'essence de l'ortie ? Comment faire pour que les gens la voient, sans jugement, sans appréhension, sans forcément d'affectif d'ailleurs, juste pour qu'ils la voient ? Rendre visible l'ortie, c'est l'expliquer et l'illustrer par des contes, des poèmes, des faits scientifiques. Et quand les mots ne suffisent pas, c'est utiliser l'image, le dessin, la peinture. C'est se saisir des sons, de la musique, du chant. Car finalement, ce végétal apparaît comme trop complet pour être juste raconté ou simplement filmé. Seule une transdisciplinarité, un entremêlement de plusieurs formes artistiques avec tous leurs points de vue différents, pourrait parvenir à toucher, du bout des doigts, sans se piquer, l'ortie dans son entièreté. J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait et que rien n'exauce et que tout châtie leur morne souhait. Parce qu'elles sont maudites, chétives, noisettres rampants. Parce qu'elles sont les tristes, captives de leur guet-apens. Parce qu'elles sont prises dans leur œuvre au sort fatal nœud. Parce que l'ortie est une couleuvre, l'araignée un gueux. Parce qu'elles sont l'ombre des abîmes, parce qu'on les fuit, parce qu'elles sont toutes deux victimes de la sombre nuit. Passant, faites grâce à la plante obscure, ô pauvre animal. Plaignez la laideur, plaignez la piqûre, oh, plaignez le mal. Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie, tout veut un baiser. Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie de les écraser. Pour peu qu'on leur jette mon superbe, tout pas loin du jour. La vilaine bête et la mauvaise herbe murmure amour.
Ah, ah, mieux. Je crois bien.